Hello, c'est Raphaël, Rafetu sur le forum et je suis l'une de vos tutrices de maïeutique pour cette année avec Marie-Caroline. Donc, moi, je vais m'occuper du dernier cours que vous aurez, donc c'est-à-dire les modifications physiologiques de la grossesse. Comme Marie-Caroline a dû vous le dire, les cours ne changeront pas cette année normalement. On attend encore les réponses des profs sur la répartition des QCM pour le transversal 3. Mais bon, on vous tient au courant et pour l'instant, on va faire la petite rentrée. Donc du coup, je vais découper le cours des modifications en 3 parties parce que sinon ça sera hyper long et du coup, on va pouvoir démarrer. Donc voici notre miniature pour la tuto rentrée. Voilà, donc il y aura 5 vidéos, 2 faites par Marie-Caroline et 3 par moi. Et voici l'UE transversal 3, vos magnifiques tuteurs des autres matières. Donc, on va pouvoir commencer le cours sur les modifications physiologiques de la grossesse. On va commencer petit à petit. Donc ça, c'est le plan du cours. Je sais, il est énorme. Ne vous inquiétez pas, on va bien diviser comme il faut. Donc, je me suis basée sur la répartition des Ronéo l'année dernière, comment elles étaient divisées. Donc là, pour la première partie, on fera tout ce qui est général, les modifications des glandes endocrines et le métabolisme basal. Et ensuite, on fera les autres dans une autre vidéo. Donc, c'est parti. Donc, en introduction, on sait que ces modifications permettent le développement et la croissance de notre fœtus. Elles permettent aussi l'adaptation de la maman à l'état gravidique, c'est-à-dire à l'état de grossesse. Et ça prépare aussi la mère à l'accouchement et à l'allaitement, qui sont des choses très importantes. Et les modifications sont indispensables pour ces 3 points-là. On sait aussi que du coup, notre fœtus, il a la moitié des gènes qui sont en fait étrangers à la mère, puisqu'il a 50% des gènes de la maman et 50% des gènes du père. Donc, ça constitue en fait une greffe semi-allogénique envers la mère. Et du coup, pour le bon développement de la grossesse, il va falloir que la mère soit dans un état d'immunodépression, c'est-à-dire que tout son système immunitaire va être diminué pour pouvoir accepter cette greffe et mener à bien la grossesse. Donc, pour rappel, une grossesse, ça dure environ 39 semaines de grossesse. Mais on parlera plus souvent de semaines d'aménorrhée, c'est-à-dire que c'est le jour en fait des dernières règles, puisque ça permettra de mieux dater. Et du coup, ça correspond à 41 semaines d'aménorrhée. On rajoute à chaque fois 2 semaines en plus. Donc, on va passer aux modifications générales. Donc, on va y aller doucement. Donc, les modifications générales, il y a 3 choses, 3 points à retenir. C'est-à-dire que par rapport à la température, au premier trimestre, donc T1, ça veut dire premier trimestre, grâce à la progestérone, ou à cause de la progestérone, la maman, elle va être en hyperthermie. Donc, c'est-à-dire qu'elle va être à plus de 37 degrés Celsius de température. Ensuite, ça va se réguler au niveau du cours de la grossesse. Et ensuite, en fin de grossesse, elle aura une tendance à être en hypothermie, qui est quand même physiologique, hein, c'est pas grave. Elle ne sera pas en super hypothermie, mais elle aura quand même une baisse de température. Donc ensuite, pour le poids, on estime que pour le T1 et le T2, on va prendre 1 kg par mois. Par contre, pour le T3, on va prendre 2 kilos par mois et voilà, notre fœtus, il a besoin de se développer à fond et c'est à ce moment-là qu'on prend le plus de poids normalement. Donc ensuite, au niveau de son état général, la maman, elle aura une baisse du seuil de soif, c'est-à-dire que elle aura plus souvent soif. Ensuite, elle a une augmentation du panicule adipeux. Son anxiété, elle va être augmentée par rapport à la grossesse. Enfin, c'est quand même de gros changements pour la mère, pour la future mère. Donc voilà. Sa qualité de sommeil va diminuer. Mais toutes ces modifications vont être quand même individu dépendantes et ça va vraiment dépendre de chaque personne. Chaque personne est différente et donc certaines femmes vont avoir toutes les modifications, d'autres pas trop, etc. Ça va vraiment varier.
Donc ensuite, on va passer aux modifications des glandes endocrines. Donc déjà, les glandes endocrines, c'est celles qui fabriquent des hormones qui sont déversées dans notre circulation sanguine. Et donc, on a plusieurs glandes. On va déjà commencer par l'hypophyse. Donc, l'hypophyse, elle a des modifications anatomiques et des modifications fonctionnelles. Dans les modifications anatomiques, elle va augmenter de masse, elle double carrément de masse, et elle va aussi augmenter en volume. Les modifications fonctionnelles, donc il y a plusieurs hormones qui vont varier. Donc, la TSH va diminuer jusqu'à 12 semaines d'aménorrhée. Et ensuite, elle va réaugmenter. En fait, elle diminue euh, au pic de l'HCG. Donc, en fait, elles varient, enfin, elles sont inversement proportionnelles, les deux, parce que l'HCG va augmenter jusqu'à 12 semaines, elle va faire son pic à 12 semaines et va diminuer. Donc, l'HCG, ça fait comme ça, alors que la TSH, ça fait plutôt comme ça. Ensuite, on a la prolactine sérique qui augmente jusqu'à être 5 à 10 fois plus élevée en fin de grossesse. Et enfin, on a l'ocytocine qui va augmenter. C'est une hormone qui est super importante, notamment pour les contractions utérines, donc c'est normal qu'elle augmente. Ensuite, on passe à la thyroïde. La thyroïde, elle se situe là, au niveau de la face antérieure du cou. Donc, elle sécrète plusieurs hormones, notamment la T3, donc la triiodothyronine, la T4 qui est la thyroxine, et la calcitonine qui est une hormone hypocalcémiante, donc qui diminue le taux de calcium dans le sang. Donc pendant la grossesse, on va avoir des variations au niveau des hormones, c'est-à-dire qu'on va avoir le TBG qui va augmenter, ce qui va faire que ça va augmenter nos T3 et T4 totales. Donc en fait, on ne pourra pas les doser. Par contre, les T3 et T4 libres, elles, vont diminuer et c'est celles-ci qu'on va pouvoir doser. Donc les T3, T4 libres. Donc ensuite, on a nos parathyroïdes qui sont à la face postérieure de notre thyroïde. Et elle sécrète la PTH notamment, et ça permet de réguler en fait notre métabolisme phosphocalcique. C'est super important parce que ça va être lié à la minéralisation rapide du squelette fœtal. On a des modifications qui sont très importantes durant la grossesse. Notre fœtus, en fait, il a des besoins qui augmentent tout au long de la grossesse en calcium. Normal, il faut qu'il fabrique son squelette. Donc, au niveau de la production hormonale, la maman, elle va augmenter cette PTH vers 6 mois de grossesse et elle va aussi augmenter sa calcitonine. On a dit, la calcitonine, c'est hypocalcémiant, pour pouvoir compenser. Le fœtus, lui, il va augmenter sa calcitonine parce qu'il y a une hypercalcémie, mais il va diminuer sa PTH. Donc, en fait, le mécanisme d'adaptation, c'est que on a une augmentation de l'absorption intestinale de notre calcium. Donc, il est absorbé par notre intestin, ce qui fait qu'il passe dans le sang. Donc, il y a plus de calcium dans notre sang. Et du coup, on va moins l'excréter au niveau du rein. Donc, le rein va beaucoup moins sortir de calcium. Voilà. Donc, ce calcium, il reste dans l'organisme maternel. Et en fait, il va permettre d'augmenter les stocks calciques pour le squelette. Et du coup, elle va faire des réserves de calcium. C'est pour ça que sa calcitonine augmente, puisque c'est pas normal d'avoir autant de calcium dans le corps. Donc, elle va faire du stock et ensuite, elle le redonnera pour son bébé. Donc, les modifications qui vont s'accompagner au cours de la grossesse vont faire que la maman, elle va savoir qu'il faut qu'elle stocke à mort du calcium. Donc, elle va augmenter cette PTH pour dire, attends, moi, il faut que j'en ai un stock immense. Et du coup, ça passe dans le sang, puisque c'est réabsorbé. Ça passe dans le sang et forcément, le sang, ça va aussi au niveau du bébé. Et le bébé, il va avoir plein de calcium, il va se dire, oh, trop cool, je vais le stocker pour faire mes os. Donc du coup, il augmente sa calcitonine parce qu'il y a une hypercalcémie, il se dit, bah, dans le sang, ça ne sera pas trop utile, mais par contre, pour mes os, ça va être nickel. Et il diminue sa PTH, ce qui permet pour lui d'emmagasiner beaucoup de calcium, qui est très utile pour son squelette. Donc ensuite, on passe au surrénal. Ce sont des glandes qui surmontent en fait le rein, donc au pôle supérieur. Et elles aussi sécrètent des hormones, mais en fait, c'est divisé. En fait, il y a deux tissus. Donc en fait, on a la cortico-surrénale qui est plutôt externe, on va dire.
la corticosurrénale qui permet de produire les minéralocorticoïdes, les glucocorticoïdes et des hormones sexuelles. Et ensuite, on a la médulosurrénale qui permet de produire des catécholamines. Les catécholamines, vous en connaissez sûrement. Ça fait partie, enfin, l'adrénaline, la noradrénaline, etc. font partie des catécholamines. Donc ensuite, pour ce qui est des modifications pour la grossesse, on a donc les catécholamines qui sont peu modifiées. Par contre, on peut noter une baisse de l'adrénaline et de la noradrénaline. Ensuite, on a le cortisol plasmatique qui double dès le début. Donc ensuite, on a l'aldostérone qui augmente parce que en fait, le système rénine-angiotensin-aldostérone est augmenté parce qu'il nous faut plus de volémie parce qu'il faut du sang pour le bébé. Donc, on stimule ce système et donc ça stimule l'aldostérone, la production d'aldostérone. Et ensuite, on a la testostérone aussi qui augmente. C'est une hormone sexuelle. Ensuite, on a notre pancréas. Le pancréas, il a un rôle aussi important puisqu'il va faire un hyperinsulinisme réactionnel en postprandial qui va permettre en fait de maintenir une glycémie normale. Donc en fait, après le repas, on va avoir une dose d'insuline qui va être très élevée pour pouvoir en fait favoriser l'entrée du glucose dans les cellules. Donc ensuite, on passe aux modifications du métabolisme basal. Donc c'est la dernière partie pour cette première vidéo. Donc tenez bon. Donc déjà, mon métabolisme basal, qu'est-ce que c'est? C'est en fait les besoins énergétiques qui sont incompressibles de l'organisme, c'est-à-dire que c'est notre dépense d'énergie minimum quand on ne fait rien. Donc en gros, c'est quand on chill toute la journée devant Netflix, sur le lit, et que en fait, on va quand même dépenser de l'énergie parce que mine de rien, notre corps, il fonctionne quand même. Vous respirez, votre cœur, il bat, etc. Donc il y a quand même une dépense d'énergie par votre organisme, alors que vous n'en foutez pas une. Mais du coup, ces modifications, elles vont quand même augmenter pendant la grossesse de 15 à 30% parce que forcément, la maman, elle a en plus un être à l'intérieur qui a besoin de se développer et donc, même si elle ne fait rien, ses dépenses vont être augmentées. Donc, on considère qu'il y a un quart de cette augmentation qui va pour son cœur et ses poumons et les trois quarts partent pour en fait, le complexe fœto-placentaire pour son bon développement. Pendant la grossesse, il y a aussi deux périodes. Pendant le premier trimestre et le second trimestre, on a une accumulation des réserves chez la maman. Par contre, à contrario, du coup, au troisième trimestre, il y a un processus catabolique pour le placenta et le fœtus, c'est-à-dire que tout le stock qu'elle va faire pendant les 2 premiers trimestres vont être déversés pour le fœtus pour le troisième trimestre pour qu'il continue son développement à l'approche du terme, en fait. Donc, on a des modifications au niveau des lipides, protéines, glucides. Donc, les lipides, il va y avoir un stockage de lipides dans le tissu adipeux maternel. C'est pour ça qu'au début, on parlait d'une augmentation du panicule adipeux. Et à T3, on va pouvoir libérer ce stockage. Donc, les triglycérides sont augmentés de 2 à 3 fois. Ça retournera à la normale en 6 semaines en postpartum. PP, c'est postpartum. Le cholestérol, c'est pareil, ça augmente. Et ça retournera à des taux normaux en 8 semaines postpartum. Ensuite, au niveau des protéines, on a la protéolyse qui est inchangée. La protéolyse, c'est le renouvellement en fait, protéique, mais il ne bouge pas. Par contre, on a une diminution de 10 grammes par litre des protéines plasmatiques totales. C'est essentiellement de l'albumine, mais voilà. Il faut retenir qu'il y a une diminution de 10 grammes par litre. Ensuite, on a nos glucides, et c'est celui-ci qui va subir le plus de variations. Il y a deux périodes. Il y a une période de stabilité et une période de résistance. En fait, on va être dans un état de jeûne accéléré. Donc, on va augmenter nos apports en glucides pour pouvoir répondre aux besoins du fœtus. Et donc, on parlait de deux périodes durant la grossesse. Donc, avant 22 semaines, on a plutôt de l'anabolisme maternel, donc c'est-à-dire un stockage. On augmente en volume et en nombre les cellules bêta des îlots de Langerhans parce que c'est un effet des œstrogènes et de la progestérone. Et du coup, ça va diminuer notre glycémie de 10% pour la maman.
Et on a cet hyperinsulinisme postprandial qui va permettre une mise en réserve rapide. Tout ça, ça participe à faire du stock. Faut vraiment, avoir ça en tête, c'est qu'avant 22 semaines, on va stocker, le plus possible pour notre bébé. Donc après 22 semaines, on va avoir une insulinorésistance. Ça, c'est l'effet de plusieurs hormones. Donc l'HPL, en fait, est lipolytique et donc ça va permettre, en fait, d'utiliser ces réserves qu'on a faites, avant 22 semaines pour notre fœtus. Donc par contre, il faut faire attention, il faut surveiller parce qu'il peut y avoir l'apparition d'un diabète gestationnel, donc c'est un diabète pendant la grossesse. Donc voilà, donc on a fini la première partie. J'espère que ça c'est pas trop flou. De toute façon, vous pouvez toujours poser des questions, on est sur le forum, sur, Discord et tout, il y a pas de problème. Et puis on va attaquer les 2 autres, parties.